Alors, ma présente communication va s'appesantir sur 3 points. Le premier point, ce sera le rôle principal même de l'Assemblée nationale. Le grand 2 va revenir sur les grands projets qui sont inscrits sur le budget général de l'État, exercice 2024. Et je vais finir en troisième point par quelques conseils pour que nous puissions aller vers une cohésion et une harmonisation des actions au sein du BR, du Bloc républicain, au niveau de la 7e circonscription électorale. Alors, très rapidement, par rapport au premier point, quand on parle de député, un député, c'est qui? C'est toute personne que vous, population, avez mandaté au niveau de votre circonscription électorale et à qui vous avez donné mandat pour vous représenter. Et une fois donc à l'Assemblée nationale, ils sont chargés, en tant que députés, de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est la principale mission d'un député à l'Assemblée nationale. Et donc, le député de la 7e circonscription électorale s'est également prêté à cet exercice-là durant l'année écoulée. Et qu'est-ce que nous pouvons garder donc de 2023 qui vient de s'achever par rapport au vote des lois? On peut dire que plusieurs lois et plusieurs décrets ont été votés et ratifiés par les députés de la 9e mandature. L'une des lois que je voudrais rappeler ici très rapidement, c'est la loi 2020-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets au Bénin. Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale, mais la principale et loi majeure qui a été votée au titre de 2023, c'est également la loi qui porte gestion du budget de l'État au titre de l'année 2024. Je vais revenir sur le contenu de ce budget-là, de cette loi en filigrane. Et à côté donc des lois, j'ai parlé des décrets qui sont souvent ratifiés. Les décrets, en fait, sont initiés par le gouvernement et envoyés donc au niveau de l'Assemblée pour que les députés se prononcent là-dessus. Ce qu'on peut retenir rapidement de l'année passée, une dizaine de décrets ont été ratifiés et ces décrets-là, les 10 décrets, en fait, sont relatifs aux accords de crédit de financement et de prêt ratifiés par le président de la République sur des projets porteurs au profit de toutes les populations du Bénin. Et à côté donc de cette loi, donc voilà les 10 décrets qui ont été ratifiés par le gouvernement, par l'Assemblée nationale. Je viens maintenant à la deuxième mission principale de l'Assemblée nationale, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale. Au titre donc du contrôle de l'action, c'est quoi le contrôle de l'action gouvernementale? En fait, les députés étant les représentants des populations, ils ont l'obligation de voir un peu les propositions qui se font par le gouvernement et qui sont au profit de leur population, qui les a mandatés au niveau donc de l'Assemblée. C'est ainsi que tous les projets et toutes les actions qui doivent aller dans le sens du mieux-être du peuple béninois, les députés en fait se prononcent là-dessus. Ils sont libres donc d'inviter le gouvernement et de poser toutes questions de leur choix, toujours dans l'intérêt de nos populations. Donc à ce titre, la mandature qui est en cours au titre de 2023 a adressé une trentaine de questions au gouvernement. Et la question fondamentale qui peut nous intéresser ici au niveau de la 7e circonscription électorale, c'est la question qui a porté sur l'avenir des produits locaux et tropicaux. L'avenir donc des producteurs du Bénin, notamment le soja, le cajou et tout ce que nous connaissons comme produits tropicaux. Cette question principale a fait objet de questions écrites et orales au gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon. Et je pense que c'est le lieu de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour donc la mesure qui a été prise et qui est en faveur des producteurs, de l'ensemble des producteurs du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes passés aujourd'hui de 140 francs la taxe sur le kilo du soja à 30 francs, donc cette taxe-là. Donc ça, c'est par exemple un des exemples parmi tant d'autres. Il y en a, je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas revenir sur tout ici. Je continue et j'aborde ainsi le grand 2 de ma communication qui va porter sur les grands projets réalisés qui sont en cours et qui sont inscrits au budget général exercice 2024 du budget général de l'État. Il me plaît d'abord, avant donc d'aborder ces grands projets, de vous rappeler le budget global au titre de 2024.
Il s'élève à 3 199,274 milliards. Ça, c'est le budget qui sera consacré à tout ce qui est fonctionnement au niveau des institutions de la République, des ministères, des préfectures et toute structure étatique, et également donc les subventions qui doivent aller vers des structures communautaires et également des autres structures qui accompagnent toujours l'action gouvernementale. De ce budget-là, ce qui peut nous intéresser ici, c'est de voir en réalité le montant qui a été affecté à l'investissement. Parce que quand on parle d'un budget, il y a deux volets. Il y a le volet fonctionnement et le volet investissement. Donc ce sont les investissements en réalité qui nous permettent d'avoir tout ce que nous avons. Les adductions d'eau, la construction des routes, le bitumage des routes, la construction des écoles, la construction de tout ce que vous connaissez et qui va au profit donc, des populations. Au titre de 2024, le gouvernement du Bénin a réservé 963,4 milliards aux investissements. C'est important parce qu'il faut rapidement le comparer par exemple à l'exercice passé. En 2023, le gouvernement avait réservé 960 milliards pour faire les investissements. Et aujourd'hui, en le comparant au moment où le chef de l'État, Patrice Talon, venait au pouvoir en 2016, on se rend aisément compte qu'il y a eu des efforts qui sont faits, il y a une ambition affichée au niveau du chef de l'État et de son gouvernement d'aller vers le mieux-être, un label béninois. Et cela, vous voyez, en 2016, seuls 272 milliards avaient été affectés aux investissements. Mais chemin faisant, nous sommes aujourd'hui en 2024, on se rend compte que les besoins sont énormes et il faut donc que les politiques du gouvernement soient au diapason des besoins de nos populations. C'est ce qui justifie qu'on passe de 272 milliards en 2016 à 963,4 milliards. Vous pouvez voir le bond qui est fait à ce niveau-là. Alors, quand on prend ce budget au-delà des chiffres, je reviens maintenant à ce qui sera fait terre à terre. Je prends le volet social. Quand on prend le volet social, on se rend aisément compte que sur les 3 199,274 milliards comme budget global de l'État, 1018,80 milliards ont été affectés au volet social. Ça, c'est pour montrer à quel point nous avons un budget basé sur le social. Il ne s'agit pas en fait de distribuer de l'argent aux gens, mais quand on regarde, ça fait un pourcentage de 41,96%. Pratiquement la moitié donc, du budget général de l'État a été affecté au volet social. C'est-à-dire tout ce qui vous concerne, vous et nous, la santé, l'éducation, enfin, tout ce qui entre dans le social. Voyez-vous? Alors, les avantages. Au niveau, par exemple, de la population, des populations de la 7e circonscription électorale, ce budget est destiné aux 77 communes. Mais ici, nous sommes rassemblés, 4 communes sont là et qui composent la 7e, Sinandé, Niki, Kalale, Bembereke. Alors, quand on prend les 4 communes, qu'est-ce que nous, on gagne dans ce budget-là? Ce budget de 3 199,24 milliards de francs CFA, qu'est-ce que nous gagnons au-delà des chiffres? Avantage. Au plan des axes routiers, je peux revenir sur le bitumage, les pistes. Il y a le reprofilage des pistes. Il y a la réhabilitation de l'axe, par exemple, Ndali, Niki, Chikandou, long de 77 km qui a déjà démarré. Pour ceux qui ont quitté Kalale ou Niki ce matin, vous avez vu, la voie là est en chantier. En réalité, ça a démarré en fin d'année 2023, mais c'est grâce au budget de l'exercice 2024 que ce chantier-là sera achevé. Voilà, par exemple, au niveau de notre circonscription, ce que nous gagnons. Il me plaît également de revenir sur le bitumage de l'axe Niki-Kalale, long de 47 km environ. Là également, c'est au titre de l'exercice 2023, sur les 3 000 et quelques milliards, que ce axe-là sera également bitumé. Mais le gouvernement ambitionne également amoindrir les difficultés des populations donc, de cette localité-là. Et donc, une fois Niki-Kalale bitumé, Kalale, Sebana ne sera pas bitumé, mais sera réaménagé. Donc, il y aura un rechargement. Et également, ça, c'est pris en compte au titre donc, de l'exercice 20-24 du budget général de l'État. En matière d'eau, il y a beaucoup donc, de réalisations qui seront faites. Également, il y aura des adductions d'eau. Les projets d'adduction villageoise qui étaient en cours au niveau de la 7e, notamment à Niki, à Bembereke et puis à Kalale, seront achevés. Et il y aura également d'autres réalisations qui vont voir le jour au titre de ce budget-là. Il y a en matière d'électricité
des extensions qui seront effectuées. Vous avez pu constater dans certaines localités l'année dernière, on a installé des poteaux. Il y a des ramifications électriques qui ont été faites, mais il n'y a toujours pas de jus dans ces poteaux-là, dans ces ramifications. Alors tout ça seront donc des projets qui seront concrétisés au titre de cet exercice qui est en cours. Il y a également au plan agricole un projet d'urgence pour le renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole, qui est un projet phare du gouvernement et qui pense aller dans le sens du renforcement de la résilience donc, de nos agriculteurs. Au plan de la défense et de la sécurité, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en proie. Les départements du Borgou et de l'Alibori, depuis quelques années, sont en proie à la montée de l'extrémisme violent. Alors le gouvernement, soucieux donc de notre stabilité au niveau donc de cette population-là, a fait une part belle à la défense et à la sécurité. Et donc un budget a été affecté, un budget important a été également affecté à ce secteur-là. Il me plaît également pour finir, de revenir sur, par exemple, les microcrédits aux plus pauvres, en fait les microcrédits à l'AFIA. Ça, ce sont des projets qui sont là. Il y a le projet ARCH, qui est un projet de santé et qui prend en compte, en réalité, nos populations moyennes, c'est-à-dire à la charge de l'État où vous serez soigné sans rien payer. Il y a également le projet de santé communautaire où vous êtes mis par grappe, par ménage de 200 grappes, de 200 personnes et où vous avez des médecins qui sont avec vous, des médecins communautaires qui circulent les maisons et qui viennent prendre vos besoins en matière de santé, qui vous suivent. Et tout ça, une fois donc des constats faits sur, par exemple, une maladie, une épidémie, une contamination qui est née, c'est-à-dire que vous serez pris en charge par l'État entièrement. Donc voilà autant de projets au plan social, au plan sécuritaire, au plan de la défense, au plan agricole et que sais-je encore qui me plaît en fait de rappeler au titre de la communication au point 2. Pour finir, au point 3, mesdames et messieurs, il s'agira donc de vous adresser, de m'adresser à vous en tant que militant du bloc républicain au niveau de la 7e circonscription électorale. Et là, nous avons pensé qu'il faut que nous donnions quelques conseils. Les conseils que je pouvais donner, en réalité, quand vous écoutez tout à l'heure mon prédécesseur, à savoir donc le ministre de l'Énergie et de l'Eau, vice-président du bloc républicain qui est avec nous ici, est revenu sur la plupart de ces conseils-là. Il s'agit en fait de comment faire pour que, en notre sein, au niveau donc du bloc républicain, qu'il y ait plus d'harmonie, qu'il y ait plus de cohésion. Parce que si vous voyez, le bloc républicain, en fait, est composé de toutes catégories de personnes. En notre sein, nous avons des commerçants. En notre sein, nous avons des fonctionnaires. Nous avons des médecins. Nous avons des instituteurs. Nous avons des docteurs. Nous avons des militaires. Nous avons toutes sortes de catégories qui, en fait, constituent les militants du bloc républicain. Il s'agira de nous donner la main pour que, dès qu'il y a des problèmes, qu'on puisse dialoguer. Nous avons des coordonnateurs qui sont là. Nous avons des personnes ressources. Nous avons des imams qui sont avec nous. Les problèmes ne finissent pas. Et dès qu'il y a des problèmes, c'est de tout faire pour qu'il y ait un dialogue continu en notre sein. Qu'il y ait des prises de contact. Ce que le député de la 7e est en train de faire aujourd'hui, pourquoi pas ne pas le réitérer au niveau donc de nos communes. Pour que de temps en temps, les coordonnateurs essayent de voir avec quelques têtes de pont et prendre le pouls de notre parti en notre sein. Voir également comment faire pour que de façon méthodique, sûrement, tout doucement, mais sûrement, qu'on prépare les élections de 2026. Le ministre l'a dit, il s'agira d'aller vers des élections générales en 2026. Il n'y aura plus d'autres élections avant 5 ans. Et tel qu'il a dit, si nous nous mettons en rang, bien en colonne couvrée, ce qui est sûr au niveau donc de la 7e circonscription, on va faire mal au sens donc de la victoire. Le mal dont je parle, c'est de tout faire pour avoir la majorité des voix au niveau de nos communes et au niveau donc de nos quartiers. Parce que désormais, c'est le parti qui aura contrôlé la commune, qui également donc, va prendre son maire et qui va choisir ses chefs d'arrondissement et qui choisira même ses délégués. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un parti va vous dépasser d'une seule voix, vous voyez tout ce que nous perdons. On n'aura pas de délégués, on n'aura pas de CA et on n'aura pas de maire. Or, pour que les difficultés que nous avons aujourd'hui soient amoindries, il faut que d'abord nous ayons des maires. Vous allez voir les communes où le bloc républicain a des maires, le contact est souvent plus facile que là où nous n'en avons pas. Quand les projets gouvernementaux viennent, des projets communautaires viennent, c'est confié aux maires. La gestion se fait par le conseil communal.
Donc, plus vous contrôlez le conseil communal, plus vous avez donc la chance en fait de mieux gérer en faveur donc des populations et de voir en fait qu'est-ce qui peut être fait au profit donc des populations militantes. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire. Et pour finir, faire en sorte à ce que nous puissions développer et soutenir un idéal pour notre parti politique. Quand on est militant, on l'est à vie. On doit aspirer à faire en sorte à ce que ce parti soit enraciné d'abord dans ma maison. Je ne peux pas de bloc républicain et autour de moi, ils seront peut-être autre chose. Ça, vous n'êtes plus un militant. Vous devez tout faire pour que dans votre maison, le bloc républicain s'enracine. Et une fois votre maison, le quartier, de votre quartier, tout l'arrondissement, et faire en sorte à ce que, ensemble, main dans la main, nous puissions asseoir. S'il le faut, nous devons faire en sorte à ce que le problème d'un militant soit le problème de tous les militants. Quelqu'un qui est, par exemple, en train de faire un baptême, pourquoi ne pas faire une délégation pour lui rendre visite? Ce n'est pas forcément de l'argent qu'il faut lui donner, mais votre présence en tant que militant du bloc républicain, ça va lui remonter le moral. L'exemple que je veux donner, nous sommes là aujourd'hui, on a dit, on vous a donné communiqué des effectifs. Tout le monde ne pouvait pas être ici. Mais nous devons faire en sorte à ce que, lors de nos rencontres, que ce ne soient pas les mêmes personnes qui viennent. Cela aussi démotive quand chaque fois, c'est les mêmes qui viennent aux appels. C'est les mêmes qui viennent aux appels. Il faut tout faire pour qu'il y ait une attenance en notre sein. Demain, on appelle, on envoie X. Demain, c'est Y qu'on envoie et ainsi de suite. Les mariages qui s'organisent, faisons un tour pour voir et soutenir notre militant. Il est malade, il est à l'hôpital, faisons un tour pour le soutenir. Une modique enveloppe ne va pas en fait nous dépasser. Donc voilà, mesdames et messieurs, les quelques